Ça se dément pas, là. Ce matin, on avait la crème, puis là, on a encore de la crème. C'est formidable. En plus, des gens d'horizons différents. Je vous remercie beaucoup pour vos présentations. Je pense que les gens ont apprécié, autant ceux dans la salle que ceux qui nous suivent en web diffusion. On ne vous oublie pas, on sait que vous êtes des milliers. Merci d'être avec là. Peut-être sur la terrasse avec une bière, mais vous êtes là. C'est bon, on pense à vous. Première question de relance. Vous avez dit, j'ai goût de vous avez prouvé qu'un investissement en enseignement supérieur, c'était un investissement particulièrement pour les régions. Est-ce que vous pourriez me préciser la mécanique? Parce que là, on est comme obligé de vous croire sur parole, mais comment ça se fait qu'un cégep en région ou une université en région, c'est réellement un moteur de développement économique? Par quel mécanisme ça arrive? Qui peut lever la main pour nous expliquer? M. Tremblay, pour commencer, puis on peut compléter ensuite. Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a les mécanismes, je dirais peut-être traditionnels. On a parlé du CCTT. Alors, le CCTT dans une région qui est en lien avec les entreprises de sa région. Juste pour les CCTT, alors, pour tout le monde, ça veut dire quoi? Alors, centres collégiaux de transfert technologique, Merci. Qui sont des centres de recherche, donc qui font de la recherche appliquée. Alors, par exemple, je suis dans une région, je vais prendre l'exemple de l'Abitibi. Il y a un CCTT au cégep de l'Abitibi qui se spécialise dans les résidus miniers, industriels, forestiers et qui vise à transformer donc, ces résidus-là de manière à ce qu'ils soient économiquement rentables et payants pour l'entreprise, en plus évidemment de contribuer à notre objectif au niveau là, d'un Québec plus vert. Alors, ce centre-là, évidemment, il développe une activité économique en région qui est importante et qui est précieuse. Et en plus, il fait l'adéquation par la suite avec le cégep pour que la formation qui est associée à l'industrie forestière soit vraiment toujours, ou minière, soit toujours à la fine pointe de l'industrie et des besoins de l'industrie. Ça, je dirais, c'est peut-être le volet plus facile à comprendre, plus traditionnel. Mais moi, ce que j'aimerais souligner, c'est l'importance d'une institution, que ce soit le cégep ou l'université ou la commission scolaire. Il y a aussi une capacité, dans le fond, de mise en commun associée à ces institutions-là. Je vous donne l'exemple du cégep de Matane, où le directeur général, il n'y a pas très longtemps, me disait, tu sais, Bernard, quand il se passe quelque chose dans la grande région de Matane, là, ben, le cégep est toujours là. Et le cégep, parce qu'il y a une habileté de mettre les gens en réseau, en contact les uns avec les autres, des liens, évidemment, qui sont non pas juste des liens d'éducation, mais des liens communautaires. Alors, quand il y a un projet de développement, que ce soit touristique, que ce soit urbain ou quoi que ce soit, on fait appel à ces acteurs-là qui deviennent des facilitateurs, qui deviennent des gens qui ont, par leurs locaux, par leurs équipements, par leurs habiletés personnelles, la capacité de mettre des gens ensemble pour bâtir un projet. Et ça, on ne le voit pas quand je vous parle de notre étude KPMG. Là, si vous lisez notre étude, là, qui est très intéressante, et qu'on parle de 10 milliards donc, de retombées par année au Québec grâce au cégep, on ne le voit pas, ça. C'est sous-jacent à ça, mais c'est précieux, c'est important. C'est ça qui fait que les régions peuvent se développer, à mon avis. Merci. M. Maltais, vous voulez ajouter quelque chose? Très rapidement, là, sur ce que mon collègue vient de dire, il y a deux façons de voir ces mécanismes-là dans le temps. Le premier, c'est de comprendre que lorsqu'on parle d'un établissement d'enseignement supérieur, on ne produit pas des diplômés puis des cerveaux. Ça, c'est un mythe puis c'est une folerie. On produit, si on veut se voir comme étant une entreprise ou une corporation qui produit quelque chose, on produit des activités de formation puis des activités de recherche. C'est ça qu'on produit. C'est la production nette qu'on fait, là, c'est ça. Fait à partir du moment où on s'implante dans une région ou dans une ville, si je prends CGI à Québec, qui est allé dans Saint-Roch, là, dans 30 ans, là, CGI ne sera plus ses bureaux dans Saint-Roch, c'est sûr. Ils vont être ailleurs. L'université, quand je l'implante, là, je suis sur un cycle de 500 ans ou de 1000 ans. Mais je ne suis pas dans un cycle où dans 50 ans ou dans 30 ans, je ferme. Fait que ma logique pour structurer mon développement est radicalement différente. Puis, l'autre façon de le voir, qui est plus claire encore en termes de développement à long terme, parce qu'il faut penser sur des longs cycles quand on fait ça, pour les cégeps et pour les universités, c'est fermer tous les yeux 2 minutes, là. Vous n'êtes pas obligé de les fermer pour vrai, là. Mais imaginez, admettons, prenez la ville de Québec. Regardez la ville de Québec en survol, ou la ville de Montréal. Puis là, imaginez que demain matin, vous fermez tous les cégeps et les universités pendant 40 ans. Puis là, regardez les ponts s'effondrer.
les routes pas nettoyées, les services professionnels, parce que là, j'aurais plus d'avocats, les écoles qui ferment parce que j'ai plus d'enseignants ou parce que j'ai moins de compétences. Regardez tout ça. Là. Donc, le bénéfice économique, c'est le maintien ou la progression dans ce qu'on fait. Il est là. Puis c'est vrai pour toutes les régions. Puis... Moi, j'ajouterais peut-être un exemple. Oui. On va faire abstraction de l'enveloppe économique qu'on aurait pu invoquer comme étant le premier élément. Oui. Si je prends le budget de l'université, le budget du cégep, ici, automatiquement, en partant, c'est déjà au-dessus de 250 millions de dollars qui est injecté dans l'économie. Mais je vais prendre un exemple très, très, très précis. Il y a, au milieu des années 90, au niveau de la Mauricie-Centre du Québec, on avait identifié qu'on avait un problème de recrutement de médecins. Et la façon de réussir à résoudre ce problème-là, c'était de trouver une manière d'amener ici, à Trois-Rivières, une extension d'une faculté de médecine. Bien, on l'a ici, ça a été fait, et qu'est-ce qu'on constate? Pas de surprise. Pendant que les jeunes passent 5 ans, 6 ans à faire leur médecine, ils se font une blonde, ils se font un chum, ils découvrent la région, ils voient qu'il y a de la pêche, ils voient qu'il y a une qualité de vie, et on en garde 60 % en région, on n'a plus de difficultés. Il y a un apport économique qui est direct par l'implantation de ce que tu as illustré pour l'ensemble des professions. On le voit très bien que c'est enraciné dans le milieu. Merci. Une dernière question avant d'aller avec les questions et interventions de la salle. Vous avez dit, une des choses que produit un cégep, une université, c'est de la formation, de la recherche, puis ça produit des diplômés. Mais cette façon-là de produire des diplômés, de produire des formations, risque de changer parce que quand on pense au cégep, aux universités, on pense aux jeunes. C'est l'avenir, c'est les jeunes. Mais je pense que c'est de moins en moins le cas parce que, à moins que je ne me trompe, nos étudiants dans les universités, c'est de plus en plus des gens qui retournent aux études pour une formation continue ou pour une requalification. Et ça, c'est vrai autant dans les grands centres que dans les régions. Est-ce que les universités et les cégeps ont commencé à prendre ce virage-là? Qu'est-ce que ça change dans l'organisation des cégeps et des universités de devenir des endroits de formation continue et de requalification? Juste avant que mes collègues... Tout le monde veut parler en même temps. Non, mais juste, il faut clarifier quelque chose. Première réalité, on ne produit pas des diplômés. On produit des activités de formation puis de recherche. On émet des diplômes à la fin pour confirmer qu'ils sont venus suivre une formation. Mais une fois qu'on a dit ça, la réalité, ce n'est pas celle que vous décrivez. La réalité, c'est qu'on est, en fait, moins bon depuis 10 ans pour s'occuper de la formation continue. On en fait moins, toute proportion gardée. Le gros de la croissance, on a une croissance, mais le gros de la croissance, c'est la fréquentation initiale des 18-24 ans. Le gros de la croissance de la fréquentation, on augmente depuis 19 ans dans les universités puis dans les cégeps, mais c'est en formation initiale que l'augmentation est la plus présente. Ce n'est pas en formation continue. Et c'est pour ça qu'il faut soulever cet enjeu-là, puis que tout le monde commence à s'intéresser à ça, parce que l'Ontario puis d'autres provinces sont très avancées là-dedans, et nous, on sait qu'il va y avoir des besoins éventuellement, parce qu'à un moment donné, le monde va vouloir se raccrocher, mais présentement, c'est vraiment la formation initiale. Donc, c'est un virage qu'il faudra prendre? Inévitablement. Bien, moi, je vous dirais, on forme dans les cégeps présentement en formation continue à peu près 25 000 personnes par année. Puis si on ajoute à ça la formation aux entreprises, offerte dans les entreprises, c'est 27 000 autres personnes qui sont formées. Et ce n'est pas suffisant parce que justement, on l'a évoqué au cours de la journée, puis c'est de commune renommée, la société se transforme. Le diplôme d'aujourd'hui, il doit être adapté aux besoins dans 20 ans ou dans 15 ans. Et on peut tous témoigner que ce qu'on fait aujourd'hui comme travail a beaucoup évolué par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc, cette culture-là d'une formation continue, elle doit être développée. On n'en fait pas assez, effectivement, au Québec. Et c'est, à mon avis, un élément de notre manque d'innovation ou de notre manque de performance économique au Québec. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'incitatif. On ne développe pas cette force-là. Alors, je vous donne l'exemple bien personnel. Je vous l'avais dit, moi, je suis membre du barreau. Bien, le jour où les ordres professionnels ont commencé à dire, pour rester membre d'un ordre, vous allez devoir vous former, ça a créé d'autres types de réflexes. On ne peut pas demander on ne peut pas imposer par loi une obligation de formation à la population du Québec. Dans la mesure où on ne peut pas être coercitif, soyons incitatifs, créons des incitations. Donc, facilitons le retour aux études, parce que présentement, ça demande un gros effort. Et il y a des règles de financement aussi qui contribuent à ça. Hein. Vous savez, nous, on est évalué à peu près à 7 000 personnes
par année, puis c'est des vieux chiffres, des gens qui viennent cogner à notre porte, puis on leur dit, on ne peut pas t'accepter, on n'a pas d'argent pour te former. Alors, c'est sûr que quand on refuse des gens qui sont motivés présentement pour se former, déjà, il y a une aberration là, parce qu'on est des enveloppes fermées. Mais même si on n'avait pas cette barrière-là, il reste qu'il faut créer des mécanismes pour faire en sorte que ce soit facile, pas en termes de niveau d'exigence, mais en termes de l'accès, le retour aux études, que ce soit quelque chose qui soit souple. Là-dessus, moi, je trouve que les universités, par les microprogrammes, par des nouvelles approches, ont développé quelque chose que nous, on n'a pas encore la capacité de faire au niveau des cégeps et on doit être capable de dire, regarde, reviens chez nous, là, puis fais un cours, puis fais 2 cours, puis fais 3 cours. Puis ça, là, tranquillement, ça va devenir quelque chose qui va avoir une valeur, qui va être reconnue par la société, que ça se transforme par une qualification qui est reconnue. Hein, on a parlé longtemps, du temps que j'étais dans les commissions scolaires, des portfolios. Bien, l'idée d'un espèce de portfolio que chaque individu au Québec peut développer par des cours et faire en sorte que ces cours-là, par de la reconnaissance d'acquis, par exemple, et de compétences, on réussisse, avec l'expérience professionnelle, à qualifier ça, à rendre ça, je dirais, valable en termes de valeur économique. C'est-à-dire que moi, je travaille dans une entreprise, je prends quelques cours, et là, après quelques années, je suis capable de dire, voilà ce que j'ai fait, là, c'est cohérent, et ça m'amène une qualification qui est reconnue sur le marché du travail, puis qui est plus intéressante, donc, et qui me permet d'aller plus loin. Alors là, on va développer une culture de la formation continue, à mon avis, qui va être intéressante, mais il y a un effort, encore une fois, financier à faire, mais il y a un effort aussi réglementaire pour amener cette capacité des maisons d'enseignement à offrir des formations qui sont plus adaptées aux besoins des gens. En fait, on a ouvert exactement sur ce que nous, on a développé au maximum, ce qu'on appelle les microprogrammes, qui visent essentiellement à répondre aux besoins spécifiques. Ça peut être un cours, 2 cours, 3 cours, ça n'amène pas nécessairement un diplôme ou un certificat, mais aussi de le faire délocalisé. Ouais. Donc, d'aller hors campus, d'aller dans les entreprises, d'aller dans l'industrie, et quand c'est possible, d'utiliser ce qu'on appelle des formules hybrides, c'est-à-dire que tu en as un bon morceau qui est en ligne, que la personne peut faire quand ça y tente, mais avec une présence en présentiel, 1, 2, 3 fins de semaine, où à ce moment-là, on les amène pour bénéficier de l'échange que tu peux avoir entre les individus. Donc, toutes ces formules-là, en fait, demandent une souplesse intellectuelle et organisationnelle. Il faut pouvoir, mais c'est là qu'est le secret, parce qu'on peut répondre à des besoins qui sont très, très ponctuels des entreprises. Et quand on regarde du côté du monde communautaire, nous, on a développé ici ce qu'on appelle l'EPICOM, le programme d'intervention en communauté, où on a, je prends l'exemple, un mec qui me téléphone, on a tel problème dans notre municipalité. Ah oui, mais regarde, j'en ai 3 spécialistes qui œuvrent dans ce domaine-là, on va vous connecter ensemble. Il faut être capable d'avoir beaucoup d'imagination pour connecter les gens ensemble, identifier le besoin de formation, le développer quand c'est de la formation ou quand c'est simplement une conférence ou un colloque ou un 3 heures de formation ciblée sur un besoin, de le faire. Et ça, c'est l'avenir au niveau de la formation continue comme telle. Mais je comprends qu'il y a beaucoup à faire encore dans ce domaine-là, mais il y a une flexibilité qui s'en vient. On s'en vient. Mais là, 30 secondes, parce qu'après ça, je veux vraiment laisser la parole aux gens. 20 secondes, je dirais. Oui. On parle d'une stratégie numérique là, au Québec. Bien, je pense qu'une stratégie numérique au Québec, ça passe par une stratégie numérique en éducation. Et là, je rejoins M. McMahon quand il dit, surtout en formation continue, d'avoir des modèles hybrides, des modèles de formation à distance. C'est surtout pour la formation continue, ce serait évidemment un atout et qu'on puisse miser sur cette voie-là pour rendre l'enseignement encore plus accessible pour des gens qui sont, qui sont au travail. Merci. Oui? Non? Je pensais qu'il y avait une main. Oui, il y a quelqu'un qui veut m'aider. C'est quelque part, oui. C'est quelque part entre un commentaire et une question. Ce matin, il y a un des présentateurs qui nous disait que le gouvernement suit bien l'électorat. Les gens, spécialement les francophones, n'ont pas vu l'éducation comme étant une priorité. Le gouvernement ne l'a pas vu comme étant une priorité. Bon, je pense que les chiffres le montrent. Un peu de la même façon, si on demandait aujourd'hui, est-ce que l'électeur moyen croit que les universités manquent de financement? Pas sûr que ça serait un gros oui. D'après moi, les gens ne le réalisent pas. Même si je suis complètement convaincu de ça, c'est pas mal plus facile de vendre l'idée à la population, donc à l'électorat,
qu'il manque d'argent dans le primaire, dans le secondaire, peut-être au cégep. À l'université, ça va être beaucoup plus difficile. Et pour prendre un mot qui est très cher à François Legault, ça va prendre pas mal de courage politique de parler d'augmenter le financement des universités. C'est beaucoup plus difficile que le primaire et le secondaire. Alors, vous avez des commentaires, j'aimerais les entendre, mais en même temps, c'est peut-être plus un commentaire qu'une question. Est-ce qu'on a des réactions? Bien, Monsieur moi, Melvin. moi, j'en ai une. La première réalité, c'est que, on n'a pas le choix. Là. On n'aura pas le choix de l'augmenter le budget. Là, parce que moi, je veux bien croire là, qu'il y avait des dirigeants d'établissements universitaires qui avaient des salaires farfelus là, puis exorbitants. Là. Mais ce n'est pas le cas dans le réseau de l'Université du Québec. Première réalité. Est-ce qu'il faut plafonner le salaire des dirigeants universitaires à 2 fois le salaire d'un prof agrégé à 300 000 puis que le CA décide du reste peut-être? Mais ça, une fois qu'on a fait ça, c'est cosmétique. Puis ça règle essentiellement le débat public. La réalité, c'est qu'il faut expliquer au gouvernement et à la population qu'on est en croissance d'effectifs année après année, puis l'enveloppe abaisse depuis 3 ans. S'il y en a qui avaient des joues là, un peu plus pleines, là, ils sont rendus pas mal vides. Présentement, ceux qui sont capables de survivre sont essentiellement les universités avec faculté de médecine. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est si on parle de valoriser l'éducation au primaire, au préscolaire, puis au secondaire, nécessairement, on va avoir une augmentation de fréquentation collégiale puis à l'université. La baisse démographique de 3 là, quand je vais diplômer les 10 000 enfants que j'abandonne année après année parce qu'ils ne diplôment pas à 17 ans avec un diplôme du secondaire, parce que j'en ai 10 000 que je pourrais diplômer selon ce que j'ai de dit à matin, si je faisais la bonne job, je suis rendu à 100 000 que j'ai abandonnés en 10 ans, qui ne rapportent pas dans l'économie réelle de 20 à 30 000 piastres de plus qu'ils devraient rapporter. Là, la journée où je vais faire ça, là, je vais avoir une grande proportion de ces gens-là qui vont se ramasser au collégial puis à l'université, plus ma croissance en formation continue. C'est sûr que ça me prend du cash flow pour avancer. C'est impossible. Là. On n'est pas capable. On est rendu qu'on est au 2e cycle dans des cours en administration où c'est des auxiliaires qui donnent des cours dans certaines universités avec des cohortes à 40-50. Les tâches professorales sont explosées, les gens sont épuisés, les burn-out augmentent. Il y a une limite structurelle à ce qu'il est capable de faire, et on l'a franchi, cette limite-là. Fait que ce n'est même pas une question d'option. Là. Dans les années qui viennent, il faut augmenter l'investissement. Puis avec un ROI de 9 pour 1 juste pour l'UQ, si on fait les mêmes calculs pour l'Université de Montréal, ça avait déjà fait, c'est à peu près dans les mêmes eaux. La pertinence économique a démontré. C'est pas une perte. Là. M. Beckman. Juste prendre un exemple très, très simple. Le conseil d'administration de l'université a adopté lundi passé le budget pour l'année prochaine de l'Université du Québec à Trois-Rivières avec un déficit de presque 16 millions de dollars. C'est impossible. Bon. Oui, on a le meilleur ratio au niveau des professionnels, le meilleur ratio au niveau des soutiens, le meilleur ratio au niveau de... On n'arrivera pas, c'est certain. Bon, 16 fois 9, rappelez-vous, hein, c'est 1 $ pour 9. 16 fois 9, c'est ça qu'on perd comme retour sur investissement dans l'économie de notre université ici. Cette année, les budgets vont s'adopter dans toutes les universités. Hein. On va voir les résultats. Là. Moi, je vous le prédis à l'avance, il y a plus de la moitié des universités qui vont être en déficit. Puis comme notre collègue vient de le dire, dans 2 ans, il va en rester probablement 3 s'il n'y a pas rien qui se fait à cet égard-là, qui vont être encore capables de fonctionner. Bon, est-ce que c'est viable? Non. Puis ça, c'est sans faire la comparaison avec nos voisins de l'Ontario. Non. Mais on ne l'a pas fait, là. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin, on le sait. Mais c'est un fait que c'est la même réalité donc, du côté collégial. On a déjà la moitié des cégeps qui sont en déficit, même si on a une obligation, évidemment, de par la loi, d'être en équilibre, mais encore faut-il avoir la capacité de le faire. Mais moi, je dirais peut-être que la clé, puis c'est vrai que je fais écho aussi à ce que vous rapportiez des propos de ce matin, je pense qu'il faut collectivement travailler, encore une fois, à convaincre la population que c'est nécessaire d'investir en éducation. C'est par là que ça passe. Et je dirais, une des premières clés, à mon avis, c'est notre solidarité en éducation. Moi, je pense que, comme représentant de l'enseignement supérieur, je dois me faire l'avocat de la maternelle 4 ans puis de la maternelle 5 ans. Parce qu'effectivement, il y a un lien, il y a un continuum, puis il faut travailler ensemble. Il ne faut pas opposer éducation et enseignement supérieur et que les ordres d'enseignement, on soit main dans la main pour dire, regardez, collectivement, là, il y a un besoin au Québec, puis ce besoin-là, là, il va rapporter à la société québécoise. Donc, il faut qu'on investisse. Là. Merci. Oui, on a une autre question ou commentaire. De toute façon, c'est tout aussi enrichissant. Moi aussi, j'aimerais faire un lien un petit peu avec ce matin.
Je pense que vous avez très, très bien exposé les avantages économiques d'investir dans l'éducation supérieure. Ce matin, on a parlé de décrochage. Puis, on a parlé aussi du fait que le plus haut taux de décrochage était au niveau des élèves HDAA. Sachant que beaucoup de ces élèves-là ont de la misère à se projeter vers l'étude supérieure, puis peut-être qu'une motivation de rester accroché à l'école, c'est d'avoir des perspectives au niveau de l'avenir. J'aimerais vous entendre sur votre opinion concernant l'importance d'investir dans nos élèves HDAA au niveau du cégep et de l'université. Mais ça, moi, je vous dirais... Je sais qu'au cégep, ça a été... Oui, bien oui. Hein, vous savez, la statistique qu'on utilise, nous, présentement, 2007 à 2014, une augmentation de 800 des étudiants en situation de handicap. Donc, ceux qui ont un diagnostic. Ça ne couvre pas, donc, l'ensemble des étudiants qui ont des difficultés. Encore une fois, il y a une grande réussite de notre système d'éducation parce que ça veut dire que ces jeunes-là qui ne diplômaient pas, maintenant, le primaire, secondaire, les diplômes, ils les amènent en enseignement supérieur. Je sais, pour avoir parlé avec M. Breton, que c'est la même chose dans les universités, c'est le même pourcentage. Donc, on réussit à faire progresser ces jeunes-là, à les amener loin, même à l'université. Mais est-ce qu'on leur donne les services adaptés présentement? C'est clair que non. Avec les chiffres qu'on vient de dire, là, c'est clair qu'on n'a pas les ressources. On a coupé dans ces services-là. Et c'est sûr que ces services-là, ils sont d'autant plus importants pour des jeunes qui ont des difficultés, qui ont été relativement bien accompagnés. Puis je dis relativement dans le sens où il manque des ressources aussi au primaire secondaire, mais qu'on les a quand même accompagnés. Et là, on arrive au cégep, on arrive à l'université, et on n'a pas cette capacité-là de leur offrir le soutien qu'on doit leur offrir, à mon avis, légalement parlant, et qui sont en droit d'obtenir. Et surtout, sachant que ces jeunes-là vont être capables de contribuer par la suite à la société. Là. En fait, on a réussi à augmenter légèrement le soutien, mais définitivement pas à la hauteur des besoins qui ont été formulés. Et je vous dirais que c'est à bout de bras que les professeurs font des miracles actuellement pour créer des conditions favorables pour leur réussite. Mais des exemples de réussite, on en a plein. C'est juste une question de créer le climat favorable pour leur permettre d'aller au bout de leurs capacités. Le problème de fond, c'est pas que je suis devant des gens qui n'ont, de façon générale, qui n'ont pas la capacité de parcourir des études universitaires ou collégiales. Je suis devant des situations où j'ai abandonné des enfants depuis trop longtemps, comme je n'ai pas offert le service pour une certaine proportion de cette population-là. Ils entrent et ils ne sont pas outillés. Et là, je me retrouve avec le problème qu'Égide Royer le relevait tout à l'heure. Il faut que je répare des adultes brisés. Ça va me coûter cher faire ça, là. Et j'ai la responsabilité sociale de le faire. C'est sûr qu'à l'interne, on se la donne, la responsabilité sociale, mais on n'est à la base pas outillé pour faire ce travail-là. Alors, il va falloir, si on veut donner un coup de main à ces jeunes-là, mettre des ressources adéquates, puis ça va coûter cher. Mais parallèlement à ça, il faut arrêter cette hémorragie-là. Il faut les aider tout de suite, à l'âge de 4 ans, puis commencer tout de suite, parce que ça va nous prendre 15 ans à traverser ce cycle-là. Là. La réalité, c'est celle-là dans laquelle on est. Là. Donc, ça va prendre la perspective à long terme. 15 ans pour voir le résultat de notre investissement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, sinon personne ne prendrait de REER. On est d'accord. Moi, je parle de cycle de 50 ans. Là. Oui, une autre question, intervention? Oui, ça s'adresse un peu à tout le monde. Le taux de décrochage chez nos jeunes secondaires est assez élevé, surtout du côté des garçons. Moi, j'aimerais savoir, de votre part, est-ce qu'actuellement, la fréquentation autant cégep qu'universitaire est davantage féminine que masculine? Ça, j'ai dit, les données est davantage féminine que masculine. Ça, c'est clair. Maintenant, si vous voulez regarder une vidéo, là, puis vous trouvez ça le fun, la conversation qu'on a aujourd'hui, allez sur le site de l'Assemblée nationale, puis allez voir la vidéo d'Égide Royer en commission parlementaire. Le problème qu'on a, c'est qu'on laisse les garçons prendre du retard en bas âge. On ne devrait pas laisser des garçons de 4 ans prendre du retard, puis on devrait avoir des aspirations envers eux aussi élevées que celles qu'on a envers les filles. Présentement, on abandonne les garçons en bas âge. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas une question de compétence, c'est parce qu'on n'intervient pas assez tôt. Si un parent ou un père ou une mère lit des livres avec son garçon,
développe le goût de la lecture, que l'enfant dort avec des livres tôt avec lui dans son lit, puis qu'il a accès à des livres tôt, il va développer une relation positive, affective avec les livres, puis il va avoir un intérêt plus que s'il n'y a pas cet accès-là. Dans le vrai monde, là, présentement, là, il y a une trolley de petits garçons qu'on laisse de côté puis qu'on abandonne sur cette question-là en présumant que c'est peut-être pas si important que ça pour eux autres qui sachent lire et écrire. En fait, je vais vous donner un exemple par le sport étudiant. On avait notre gala des Patriotes. Les clubs sportifs à l'université, ce sont les Patriotes. Sur 160 athlètes étudiants, autant les gars et les filles, il y en a les 2/3 qui ont des notes académiques supérieures à 3,3 sur 4,3. C'est exceptionnel. Mais ces gens-là, ils ont été stimulés très, très, très tôt. Bon, évidemment, c'est des athlètes, donc ils sont disciplinés. Mais c'est une question de comment on les start, excusez l'expression anglaise, mais comment ils sont décollés. Et à partir du moment où on a créé la passion avec des profs, comme on a vu ce matin, qui est capable d'allumer un jeune, que ça soit un gars, que ça soit une fille, il va allumer. Tout à fait. Mais il faut être capable de les stimuler. Et une fois qu'ils sont stimulés, ils réussissent. Merci beaucoup. Il nous reste, ils m'ont fait signe, 3-4 minutes. Donc, une dernière question peut-être, au fond. Monsieur. Même si on entend souvent dans la société que les universités, les cégeps, les établissements scolaires en général sont demandeurs, puis j'en suis moi également, je suis quand même curieux de vous entendre à la fin de votre contribution pour vérifier qu'est-ce que les professeurs de cégep, qu'est-ce que les professeurs d'université peuvent faire pour vous aider, c'est-à-dire autrement que par les demandes. Est-ce qu'il y a des changements que les profs de cégep, les profs d'université peuvent faire? Je pense entre autres à la recherche versus l'enseignement dans les universités. On entend souvent que la recherche, les profs veulent faire de la recherche, mais l'enseignement, on ne sait pas trop. Voyez-vous venir dans les prochaines années des changements que les profs de cégep, les profs d'université sont prêts à opérer pour aider? Moi, je pense que on est en train de vivre un changement de génération au niveau des profs d'université. En tout cas, je vais parler pour le réseau de l'Université du Québec. Le réseau de l'Université du Québec, il va fêter ses 50 ans bientôt. Donc, moi, je regarde ici, au niveau du corps professoral, il y a à peu près 60 du corps professoral qui s'est renouvelé dans les 10 dernières années. Les jeunes professeurs qui arrivent, ce sont des gens qui sont branchés partout. Ils ont des contacts, des relations à travers tous les pays, dans les organisations, dans les entreprises. La grande différence, c'est la connectivité. Donc, je pense que la nouvelle génération de professeurs va être beaucoup plus proche des entreprises, beaucoup plus proche du terrain. Et ça va faciliter à la fois la recherche et l'enseignement, puisqu'il va y avoir moins d'écart entre les deux. Donc, à cet égard-là, moi, je pense que le changement il a déjà commencé à s'amorcer. M. Tremblay? Ben, moi, je vous dirais, du côté des cégeps, je pense qu'il faut souligner le fait que dans le fonctionnement d'un cégep, il y a une proximité très grande entre les enseignants et la direction. Il y a des mécanismes, puis je pense à la même chose du côté universitaire, il y a des mécanismes qui font que cette proximité-là, elle existe. Et donc, là, ça nous appartient collectivement de faire évoluer justement le modèle des cégeps en partageant avec les gens qui sont les forces vives du cégep, le personnel des cégeps, mais qu'on ait justement une perspective, qu'on sache dans quelle direction on doit aller. C'est clair que dans les dernières années, on n'a pas parlé de développement. Hein. Moi, combien de fois j'ai entendu des jeunes dans les cégeps dire, bien, écoutez, là, on a un plan stratégique, là, mais je veux dire, c'est un document. Là, on ne peut pas parler, on ne peut pas se projeter. Là, ça devient un peu obsolète que de parler des axes de développement quand tout ce qu'on fait, c'est de faire des compressions puis de couper des ressources. Mais si, effectivement, on a une perspective, ici, je parlais tout à l'heure normalement, là, d'une politique numérique, là, du numérique qu'on attend, bien évidemment, ou de l'innovation, bien là, effectivement, ça peut être je dirais, des ancrages intéressants pour amener une collectivité autour d'un cégep, dire bien, comment nous, on peut, ensemble, faire évoluer notre modèle pour aller dans le sens de ce que le Québec a établi. Mais il faut évidemment avoir d'abord une indication vers où on veut aller collectivement. Je pense que ça, il y a un message qui doit être porté par le gouvernement. Puis ensuite, bien, il faut évidemment des moyens qui permettent de mobiliser une communauté puis de dire, bon, on le fait évoluer un peu, notre modèle. On a parlé tout à l'heure de formation à distance, que ce soit de la formation à distance en synchrone ou asynchrone. Il y a toutes sortes d'expérimentations présentement qui se font
en collaboration, les enseignants sont partenaires, sont intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a une perspective pour leur cégep de développement, puis ils voient évidemment l'importance d'avoir d'avoir ces nouvelles approches-là pour être en mesure de rejoindre une clientèle qu'on ne rejoint pas autrement. Mais encore une fois, ça prend, je pense, une direction et des moyens pour être capable de faire progresser une communauté dans ce sens-là. Monsieur Maltais, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je vous remercie. Bien, c'est ainsi que se terminera notre deuxième panel l'après-midi en enseignement supérieur. On pourrait applaudir, s'il vous plaît, nos 3 panélistes. Je vous remercie. Merci. Merci bien. Merci.